Je laisse la parole au modérateur du panel, M. Moustapha Sfadogo, administrateur culturel. Merci et bons échanges à toutes et à tous. Merci. Merci Dimitri. Bonjour à tous et bienvenue à ce panel ce matin. À la suite de Dimitri également, je voudrais, au nom des panélistes et des organisateurs, vous excuser pour le retard mis dans le démarrage de ce panel-là. Il y avait un certain nombre de dispositions techniques que nous voulions prendre avant. Donc, bienvenue encore. Et Dimitri le signifiait tout à l'heure que dans le cadre de la semaine européenne du cinéma, il y a plusieurs activités qui se mènent en ce moment. Et depuis hier, il y a des projections de films au Ciné Burkina. Et la présente activité s'inscrit justement dans cette semaine-là. Et aujourd'hui, après les projections, à côté des projections, on part pour un moment de prise de parole, un moment d'échange, de réflexion et surtout de dialogue. Et on le dit souvent, le dialogue peut être un exercice périlleux parce que choc de différence, mais il est nécessaire, d'autant plus que les enjeux sont considérables. En effet, notre humanité est confrontée à des défis croissants liés à l'inégalité, à l'intolérance, parfois à l'extrémisme violent. Et pour faire changer les choses, il faut qu'on se parle, quoi qu'il en coûte. C'est donc le sens du panel de ce jour qui porte sur le concept de dialogue interculturel. Dimitri a tenté tout à l'heure une présentation de nos panélistes. Je vais également tenter de présenter deux éminents panélistes. Donc, à ma droite, pour nous édifier, Dr Dramane Konaté. Il est homme de culture, homme de lettres. Il est auteur de nombreux ouvrages qui ont reçu des prix, en tout cas, sur de nombreuses plateformes, notamment à la Cérémonie nationale de la culture. Il est enseignant, il est chercheur, et en ce moment conseiller technique au ministère de la Communication et de la Culture. Il est également le président du conseil d'administration du FESPACO. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Et donc, docteur va, pour sa part, positionner le concept du dialogue interculturel dans son historicité, mais également aborder la nécessité de la promotion de la diversité des expressions culturelles. Donc, voilà, il va en tout cas nous nourrir sur ces éléments-là. Et quant à M. Carsten Mekenbrugh, il occupe le poste de conseiller politique au sein de la délégation de l'Union européenne à Ouagadougou. Il nous dira ce à quoi renvoie le concept comme notion et valeur pour l'Union européenne et comment justement l'Union européenne met tout ceci en pratique à travers ses différentes actions de coopération. Vous aurez également la parole pour vos contributions, vous pourrez poser des questions. L'objectif étant pour nous d'être remplis, de se nourrir ce matin, mais plus encore d'être ouvert au monde et à ces différentes cultures. Donc, on ne va pas être long. On a toujours du retard au démarrage. On espère pouvoir rattraper ce temps-là. Docteur, vous avez la parole pour votre communication. Je vous remercie. Merci. Alors, sans trop de protocole, nous allons entrer dans le vif du sujet. Je crois savoir que nous avons affaire à un public étudiant. C'est bien cela? Entre autres. Parce qu'il y a des millions de personnalités. D'accord, très bien. Alors, nous allons parler du dialogue interculturel. Personnellement, je vais développer le sous-thème dialogue interculturel Afrique-Europe, étant donné que c'est ce que initialement on a reçu comme correspondance au niveau du ministère en charge de la culture, et ce sera matérialisé
pour ce qui concerne le Burkina Faso, par le conseil politique qui est à nos côtés. Alors, si nous devons parler de l'historicité civilisationnelle, de l'interculturalité, de diversité culturelle, en fait, quand est-ce que tout cela a commencé? Il faudrait d'abord que nous puissions procéder à la clarification conceptuelle. Quand je dis clarification conceptuelle, les étudiants, tous ceux qui peuvent noter, il faut que vous commenciez à noter. Parce que ce serait une immersion dans le concept global même de la culture. Qu'est-ce que la culture? Elle est parfois définie ou universellement définie comme étant l'ensemble des traits distinctifs matériels, spirituels, intellectuels, affectifs qui caractérisent un groupe social. Et on estime qu'en plus des lettres et des arts, la culture se rapporte au mode de vie, au système de valeurs, aux droits fondamentaux de l'homme, aux traditions et aux croyances. Vous voyez bien que dans la définition universelle, universellement reconnue de la culture, on a détaché les traditions des croyances. Ça veut dire ce que ça veut dire. On aura l'occasion de le définir. Quand on parle d'interculturalité, c'est un concept qui renvoie à travers le préfixe inducteur inter à la réciprocité. Par exemple, interpénétration, interférence, interaction. Mais il faut savoir que le processus d'interculturation repose sur une dynamique relationnelle, une dynamique communautaire et même une dynamique au niveau psychique. Le principe de réciprocité, d'accord, mais aussi et surtout la sauvegarde d'une relative identité entre les cultures, les différentes cultures en présence. La diversité culturelle, quant à elle, a été premièrement définie en 2001 comme étant l'incarnation dans l'originalité et la pluralité des identités qui caractérisent les groupes et les sociétés composant l'humanité. On estime que la diversité est source d'échange, d'enrichissement, d'innovation et de créativité. Il faut noter que la diversité culturelle est nécessaire à l'humanité autant que la biodiversité l'est pour tous les organismes vivants. Qu'est-ce que ça dit simplement? Dieu a voulu qu'il y ait la diversité culturelle dans le monde. Et cette diversité culturelle s'incarne par la diversité linguistique, sociologique, ethnologique, anthropologique, tout ce que vous voulez. Il y a une notion que je vais convoquer, il s'agit de la géoculture. On parle de plus en plus de géostratégie, mais la géoculture mondiale existe. Qu'est-ce que la géoculture? C'est l'appartenance à un espace, à une aire géographique où il y a des similitudes dans les traits culturels particularisés et de façon plus large des valeurs civilisationnelles. C'est ainsi que l'on parle de culture occidentale, on parle de culture africaine. C'est-à-dire que quand vous prenez l'Occident, dans la géoculturalité, a des expressions culturelles particularisées, de sorte à ce qu'on puisse reconnaître qu'il s'agit de la culture occidentale. Quand vous prenez la culture africaine, il y a des expressions culturelles particularisées, de sorte à ce qu'on puisse reconnaître que ce sont des cultures authentiquement africaines. La notion de civilisation est beaucoup plus large. D'abord, elle se rapporte aux acquisitions, à l'innovation de la société humaine. Dans ce sens, la civilisation suppose à la barbarie. Vous voyez, quand on dit familièrement un tel est civilisé, mais un tel c'est tout ça, c'est un villageois. Il y a une connotation derrière. Mais surtout, la civilisation renvoie à l'ensemble des traits anthropologiques, c'est-à-dire les identités sociologiques, c'est-à-dire la religion, la spiritualité des modes de vie,
mais aussi à ses traits esthétiques, les expressions artistiques et scientifiques, les découvertes technologiques, les inventions d'une grande société. Et partant de là, il y a 9 grandes civilisations dans le monde. Il y en a pas 10. Il y a la civilisation africaine. Il y a la civilisation amérindienne, c'est-à-dire l'Amérique du Sud. Il y a la civilisation arabe. Il y a la civilisation confucéenne, c'est-à-dire le Chinois. Il y a la civilisation hindoue, l'Inde. Il y a la civilisation japonaise, au Nippon, si vous voulez. Il y a la civilisation judaïque, juive, si vous voulez. Il y a la civilisation occidentale, tout ce qui est l'Europe et les Amériques. Et il y a la civilisation slave, c'est la civilisation qui se trouve à l'Est. Tout le bloc Est, c'est la civilisation slave. Alors, il existe des sous-ensembles civilisationnels, on est d'accord, comme beaucoup d'interférences et d'emprunts réciproques entre les différentes civilisations, ce qui débouche naturellement sur une sorte de melting pot devant aboutir à la civilisation de l'universel. Nous sommes à la recherche de la civilisation de l'universel comme de l'objet là. Après ces définitions conceptuelles, passons maintenant à l'historicité et l'interculturalité civilisationnelle. C'est-à-dire, quand est-ce que ce dialogue interculturel a commencé? Depuis l'Antiquité. Nous n'allons pas entrer dans certaines considérations sur l'antériorité de certaines civilisations par rapport à d'autres. Mais ce qui est sûr, nous allons par exemple parler des représentations de la civilisation de l'Égypte ancienne. Donc, je ne vais pas évoquer le cas de l'Éthiopie, de la Libye, c'est pourquoi j'ai parlé de Tibet tout à l'heure, parce que je sais que déjà historiquement, vous savez comment les choses se sont passées, notamment dans l'Antiquité. Si nous nous focalisons à la civilisation de l'Égypte ancienne, nous savons que cette civilisation a développé une compétence linguistique à ce jour inégalée dans le monde, c'est-à-dire le système hiéroglyphique ou les hiéroglyphes. Et tenez-vous bien, ce sont les, je ne dirais pas les Européens, puisqu'à l'époque ce n'était pas les Européens, mais ceux vivant en Occident, c'est-à-dire à l'ouest de l'Afrique, du continent africain, notamment l'allemand Kircher, mais aussi Jean-François Champollion, qui ont réussi à mettre en place un système de décryptage de ces hiéroglyphes, de cette écriture hermétique, mais qui se présente sous 3 formes: pictographiques, parce qu'elle renvoie à des réalités concrètes, c'est-à-dire des humains, des animaux et des plantes; idéographiques, parce qu'elle se rapporte à la combinaison des signes pour traduire des réalités; mais phonographiques, parce que aussi ce sont des sons. Vous voyez cette combinatoire qui donne à l'écriture hiéroglyphique toute son importance. Et c'est à partir de là que les Grecs et les Latins, les Grecs d'abord, ont pu déchiffrer les hiéroglyphes et découvrir toute cette riche culture, cette civilisation égyptienne. Alors, qu'est-ce qu'ils ont découvert à partir de l'écriture? Qu'il y avait des règles juridiques, qu'il y avait des contrats de mariage, et que la littérature alliait des genres divers, tels que des maximes de morale, des hymnes aux dieux et aux rois, des contes historiques, des chants d'amour, des poésies épiques et de la fable. Et la grande mythologie égyptienne dont fait partie le livre des morts. Au niveau de la science, ils ont découvert également des textes scientifiques, tels que l'astronomie, la médecine, comme aussi l'art divinatoire, la magie, la pharmacopée, le calendrier égyptien. Et qui a pu écrire tout ça, puisqu'on va dire que ça fait partie des mythes? C'est d'autres
P-H-O-T, qui était le Dieu de l'écriture, du savoir et de toutes les mesures. Et par conséquent, tout a permis de découvrir également cette religion qu'on a appelée polythéiste égyptienne. En plaçant Pharaon au cœur du dispositif de la grande maison, avec l'Ankh, c'est cette boîte à encolure qui symbolise le dieu soleil, c'est-à-dire Ré. Et si vous prenez l'Ankh, vous allez voir que dans la correspondance, dans ce dialogue interculturel, dans les emprunts, l'Ankh est assimilable à la foi dans la religion catholique précise. Et qu'est-ce que les emblèmes royaux ont montré à l'époque? C'est naturellement le sceptre, c'est aussi d'autres types de symboles sacrés, ce qu'on appelle aujourd'hui dans nos sociétés traditionnelles, avec par exemple l'empereur des Mossé, les régalias. Chez le Moro Nava ou chez le roi de Yatekla, quand on parle de régalia, ce sont les symboles, ce sont les signes, les attributs emblématiques dont font partie le grand boubou, là, oui, la toque, oui, et puis la canne, et d'autres types de symboles. Bien. Que représente l'Ankh? Vous voyez, parfois, il y a des gens qui portent cette croix-là à encolure. Et on passe une cordelette, une ficelle, on met au bout. Vous voyez? L'Ankh représente Osiris, qui était le dieu universel égyptien. Le père, Isis, qui est la sœur et épouse d'Osiris. Donc la mère et Horus, le fils. Vous voyez que dans le paradis, il est fort. Dans ce sens-là, les Égyptiens également, c'est pour vous ramener plus tard à ce qu'on pratique comme religion dite traditionnelle. Je préfère le mot religion ancestrale. Ici au Burkina Faso, puisqu'il y a eu le 15 mai. Donc le rite funéraire chez les Égyptiens permet de distinguer trois entités qui composent l'être. Ce qu'ils ont appelé le Ket, le corps physique, le Ba, qui est l'énergie immatérielle, c'est-à-dire l'esprit ou l'âme, et le Ka, qui représente le souffle, le créateur. Vous voyez les trois entités. Toujours dans l'interculturalité, il faut dire que le culte d'Osiris, Isis-Horus, est devenu universel parce que pratiqué par beaucoup d'autres civilisations dans le pourtour méditerranéen, comme la Grèce et la Rome, notamment sous le Second Empire. Également, la science en Égypte et les savoirs étaient très développés, du même que les arts. Et c'est le même Thoth qui est le symbole très puissant du Créateur et du mystère de la création. Thoth régule le temps, le rythme et les saisons. Thoth est le maître de l'univers, l'inventeur de l'écriture et le génie créateur des nombres et de la mesure. Il est le secrétaire de Dieu. Thoth rédige les rois, édicté par les dieux, établit des comptes, écrit l'histoire. Il explique aux humains la technique de construction des temples et pyramides grandes douces. Voilà. C'est pourquoi, en conclusion partielle par rapport à cette partie concernant l'Antiquité égyptienne, Théophile Obenga, qui est un égyptologue, il dit qu'en vérité, l'Égypte pharaonique se vit encore ici et là en Afrique noire profonde par les rites agraires, les cultes aux morts, les cérémonies aux ancêtres divisés,
les conceptions essentielles sur la vie sociale et communautaire, sur la mort, sur l'au-delà, sur l'ordre cosmique, Dieu, ancêtre, mort, vivant, avec des mouvements de va-et-vient entre toutes ces réalités qui forment une vaste et dynamique cosmogonique. Puis des représentations de l'antique civilisation gréco-romaine. Il faut savoir que les Grecs ont été en Égypte, c'est ça. Et dans le parallélisme des formes, quelles sont les représentations qui ont fait l'objet d'emprunts ou d'échanges interculturels et civilisationnels? Nous allons voir ça sous trois aspects. La religion, l'érudition et l'organisation sociale. Pour ce qui concerne la religion, je vais aller très rapidement, même si vous voulez. Il est vrai que tous les peuples dans l'Antiquité pratiquaient la religion polythéiste. Tous les peuples. Donc ce n'était pas seulement l'apanage des Égyptiens. Mais ce qui s'est passé entre les Grecs et les Égyptiens, c'est que les Grecs aussi ont parlé de force primordiale dans la cosmogonie, c'est-à-dire dans la création du cosmos. La cosmogonie, c'est la création du cosmos. La théogonie, c'est l'émergence, ou si vous voulez, puisqu'on ne peut pas dire la création des dieux, c'est l'émergence des dieux dans le monde. Alors, par rapport à cela, vous allez vous rendre compte que Osiris égyptien, c'est le Zeus. On appelle Zeus en grec ancien. Et au niveau de Rome, c'est Jupiter. Alors, Zeus, à son tour, avait naturellement une femme. Junon, en Rome antique. Héra, en Grèce, c'est la statue d'Isis en Égypte. Donc, vous voyez toujours dans le parallélisme des formes des emprunts et les échanges. Et dans cette logique, il y a eu, par exemple, pour ce qui concerne la Rome antique, j'ai pris les deux ensemble, la civilisation gréco-romaine, parce que les Grecs ont dévancé les Romains à l'Égypte. Mais les Romains, comme c'était de grands conquérants, ils ont enculturé, si vous voulez, ils ont assimilé, ils ont adapté tout ce qui venait des cultures, de la culture égyptienne et par l'intermédiaire des Grecs. C'est pourquoi les deux forment une civilisation commune. C'est pourquoi aussi on dit par exemple le français, dans lequel je m'exprime, c'est une langue gréco-latine. Donc une langue véhicule nécessairement des paroles. Et qu'est-ce qu'au niveau de la religion, ils ont inculturé? C'est le culte égyptien dédié à Isis, c'est le culte de Yahvé, notamment les Romains, introduit par la tradition hébraïque, c'est-à-dire la communauté juive, mais aussi c'est l'avènement de Christ qui sera le point de départ d'une religion universelle, c'est-à-dire le christianisme, cependant, s'étendant du moins à toutes les Roms. Deus, qui veut dire large. Univers, os, qui veut dire. Donc, l'univers. À ce niveau, dans ce qu'ils ont intériorisé comme valeur, bon, bien sûr, il y a les 12 dieux de l'Olympe qui ont leur pendant, c'est-à-dire leur correspondant sur les Romains. Ça peut dire les 12 dieux de l'Olympe. Comptez le nombre d'étoiles que vous avez sur la porte. Ça fait 12 étoiles pour l'Europe. Et on espère que le propanélisme va expliquer pourquoi les 12 étoiles. 12 dieux de l'Olympe, 12 nombres d'Hercule, 12 mois dans l'année, 12 heures dans la journée, 12 heures dans la nuit, les 12 apôtres, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il a créé le drapeau européen ou les symboles, la symbolique européenne a 12 étoiles sur le drapeau. Alors, maintenant de l'édition, je vais terminer par là.
Vous savez que les Grecs ont été de grands bâtisseurs, les Gréco-Romains si vous voulez. Et ils se sont inspirés de l'Égypte, comme nous l'avons dit. Et Cheikh Anta Diop n'a pas manqué de rappeler que les plus grands philosophes, écrivains et savants qui fondèrent la civilisation grecque, d'où naquit la civilisation européenne, étaient allés s'instruire à la source en Égypte, c'est-à-dire Socrate, Thalès, Pythagore, Aristote, Épicure, Archimède, Hérodote. C'est Hérodote qui a donné le nom Kama à l'Afrique. Kama, qui veut dire tout simplement noir. C'est pourquoi il y a eu des déclinaisons Kama, Kémiti, etc. L'organisation politique et sociale, également, à l'époque, la grecque, on dit la grecque, inventa la démocratie. C'est démos qui désigne le peuple et kratos le pouvoir. La démocratie étant présentée comme une quête et l'aboutissement d'une quête grâce au pouvoir exercé par le peuple au profit du peuple. Dans l'interculturalité, dans le dialogue interculturel, la démocratie est arrivée en Afrique pratiquement au XXe siècle. Mais à l'époque déjà, les Grecs parlaient de la démocratie. Et de quelle façon? Ça va vous étonner. Ce n'est pas la classe politique qui a inventé la démocratie. Tous les livres d'histoire concordent à dire que c'est le fait des militaires. Je peux vous citer des références. C'est Thucydide, 470-375 avant Jésus-Christ, qui soutient que la démocratie est l'émanation de l'armée, notamment de Périclès, qui était un général de guerre, un fin stratège et chef des armées athéniennes, qui en exposa pour la première fois des principes. Qu'est-ce qu'il a dit Périclès? Il dit d'abord, en démocratie, il faut le primat de la valeur de l'être sur l'essence de l'être. En démocratie, il faut l'impartialité de la loi, et en démocratie, le pouvoir de la majorité doit primer sur la minorité. Vous voyez qu'il faut découvrir des choses. Donc quand les politiciens nous parlent de démocratie, en réalité, ce n'est pas eux qui ont inventé la démocratie. Mais cette démocratie, à l'époque, avec le Périclès, était biaisée. C'est-à-dire dans l'armée, c'est quoi? Le général est là, il commande. Et les autres suivent. Mais aussi, dans la société, c'est-à-dire, bon, dans l'armée, il y a le général, il y a le colonel, il y a le commandant, on descend jusqu'en bas. Mais dans la société, qu'est-ce que Périclès dit? L'armée est là pour défendre la nation, la patrie. Les artisans et les agriculteurs sont là pour produire pour le peuple. Ils restent à leur place. L'armée reste à sa place. Maintenant, les politiciens et les gouvernent, les rois et les monarques. C'est ça la démocratie. À chacun sa place. Bien. Il y a d'autres valeurs axiologiques qui ont été développées à l'époque, des notions comme l'aristocratie, la monarchie, l'oligarchie, la plutocratie et l'anarchie, qui est en fait le désordre exercé par les citoyens comme forme de pouvoir, dont les anarchistes également sont dans leur rôle. Tout ça, ça a été développé en Grèce. Et également, je vous donne quelques notions comme ça pour que vous puissiez aller dans l'histoire, vous ressourcer et remonter, outiller. La tyrannie était nécessaire à la démocratie. Toujours en Grèce antique, on dit que la tyrannie doit être à l'époque une imposition par la cruauté. La tyrannie était un absolutisme nécessaire à l'épanouissement de la cité et des hommes. Et le long règne de tyran, c'est son nom comme ça, hein, Pisistrates, 561-527, à peu près 34 ans de règne, est garant de la démocratie, était garant de la démocratie en Grèce. Il y a eu de profonds changements au niveau religieux, artistique, les constructions de grands temples, l'essor commercial, l'hégémonie culturelle de la terre.
Donc, vous voyez son nom. Aujourd'hui, c'est bien. Bien tyran, c'est celui qui s'impose, qui ne veut rien du tout. Alors qu'à l'époque, la tyrannie était nécessaire à la démocratie. Selon la définition des Grecs qui ont inventé la démocratie. Alors, je vais aller très rapidement. Je suis à la moitié de mon temps. En conclusion partielle, par rapport à cette civilisation, on va dire que la civilisation gréco-romaine a rayonné sur toute l'Europe et le gréco-latin était une langue porteuse de valeurs et de sciences. Elle entre en léthargie pendant plus de 10 siècles et les autres civilisations, notamment celles arabo-musulmanes et confucéennes, prennent le relais jusqu'à l'époque de la Renaissance en Europe et au XVe siècle. Le choc civilisationnel entre l'Afrique et l'Europe, je vais aller très rapidement, c'est à partir du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge qui a vu l'émergence de grands empires en Afrique. Et le nom Kama a été changé par Al-Keboulan, là, puisque ce sont les Arabes, premièrement, qui sont arrivés en Afrique par le biais de commerce. Al-Keboulan, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le jardin d'Éden pour la mer de l'humanité. Et ces grands empires-là, c'est l'empire du Ghana, l'empire du Mali, l'empire du Songhai et l'empire du Mongolie. Ça, c'est un peu en Afrique du Sud. Mais la civilisation qui a charmé l'Afrique et qui s'est imposée de fait à travers ses valeurs fondamentales, culturelles notamment, c'est le Mandé. L'histoire du Mali, qui est fort édifiante, et au niveau axiologique, nous savons que c'est à partir de 1936 que Sullivan Keïta a édité ou a promulgué la première constitution connue au monde. Il y avait des lois, il y avait des idées dans l'Antiquité. Mais sous la forme constitutionnelle, il fut le premier à avoir convoqué un colloque qui a réuni les 12 chefs de 12 tribus, les 12 provinces et les travaux ont duré 12 jours. Et il en est ressorti 12 lois majeures que l'on a multipliées en termes de décrets et d'alinéas, et c'est allé jusqu'à 44 dispositions, j'allais dire, constitutionnelles. À ce niveau, la parenté à plaisanterie dont on parle a été codifiée. Quand j'entends dire que ça n'a pas été codifié, non, ça figure dans la constitution du Mandé de l'achat de Foucault. Et c'était l'article 7. Mais aussi, au niveau social, il y avait ceux-là qu'on appelait les griots. Je ne parle pas des griots, des baptêmes et des choses, non. C'était des vrais griots. Et qu'ils ont dit, un vrai griot, c'est un analyste. Il est le dépositaire de la mémoire en société traditionnelle. Et la religion ancestrale, bien sûr. Je vous rappelle que le griot, maître de la parole, forme avec le forgeron, maître du fer, le tisserand, maître du fil et de l'étoffe, et le bourreau, maître de l'eau, un système de caste appelé Nyamaka est consacré dans la constitution du Mali. Bien sûr, la religion ancestrale, je ne vais pas revenir là-dessus. On sait comment ça se passe. Mais sachez que l'homme noir croit en un Dieu suprême et unique qui est la force et qui pourvoit à l'énergie vitale des autres êtres. Qui faut-il le rappeler, sont tous alignés. Cet être supérieur est par exemple appelé Ama chez les Togons. Et ailleurs en Afrique, vous avez l'être suprême qui se nomme Ngai chez les Nduyu du Kenya. Le Wak, quand on dit le Wak, quelqu'un a le Wak là. En fait, le Wak, c'est le nom des dieux. Hein. Donc, le Wak en Éthiopie. Maoulija au Bénin, Zanahari à Madagascar. Bien. Et cette forme d'expression de la spiritualité est désignée par le mot animisme. Sachez que, pour terminer sur ce volet, le révérend Père Placide Campbell, dans son œuvre, la philosophie bantou indique que chez ce peuple, les forces sont multiples et distinctes. Il y a la force divine et les forces célestes et terrestres, les forces humaines, animales, végétales et même les forces matérielles ou générales. Et il considère tous ces êtres comme des forces spécifiquement différentes et numériquement distinctes.
L'Europe au Moyen-Âge a développé la raison instrumentale. Qu'est-ce que la raison instrumentale? La raison instrumentale tend à faire la différence entre la mêmeté, c'est-à-dire même, identique, et l'autorité, c'est-à-dire l'altérité. Ce sont des concepts qui ont été développés à l'époque. La mêmeté, c'est quoi? Mon semblable, celui qui me ressemble. L'autre, c'est le nain, c'est l'arabe, c'est le juif. D'où le début de l'esclavage et de la traite des filières, qui font partie des produits de l'histoire. Je ne vais pas revenir sur ce cursus historique que vous connaissez très bien. Et qui fut le premier Européen? Je vous préviens encore, ce n'était pas encore mais quelques pays. Par exemple, le Portugais, Infante Henri le Navigateur, il fut le premier à avoir franchi les frontières de l'Afrique, précisément au XVe siècle. Les Arabes y étaient déjà, dès le Xe, XIe siècle, ici étaient. Et il est passé naturellement par le Maroc. À ce niveau, comme cette raison instrumentale a été développée, il s'agissait maintenant de voir comment on perçoit l'Africain, le noir. Et c'est dans ce sens que une certaine philosophie s'est développée, notamment Hegel, bien plus tard, qui a dit que l'Afrique ne faisait pas partie, n'est pas une partie historique du monde. Et vous savez, ce discours a été repris par Nicolas Sarkozy lorsqu'il est arrivé à Dakar, à l'université Cheikh Anta Diop, où il a dit que l'Africain n'est pas assez entré dans l'histoire. À cause justement de ces mythes, les mythes dont je viens de vous parler depuis le début. Alors, troisième et dernière partie, l'Afrique et l'Europe dans le monde contemporain, diversité culturelle et dialogue interculturel. Il y a eu le réveil identitaire et des thèses africanistes. Vous savez que l'esclavage a duré au moins 400 ans, soit 4 siècles. Donc ce réveil est venu encore des Européens, si vous voulez, des Occidentaux. Et ça a commencé par Léo Frobenius, un anthropologue, et l'humaniste français André Gide, qui ont battu en brèche tous les stéréotypes liés à la primitivité nègre. Et Picasso, le plus grand plasticien du XXe siècle, confesse que la sculpture africaine revêt une magie qui fait d'elle un art grandiose. Plus tard, c'est André Malraux, je crois qu'il fut ministre français de la Culture, parlant de masque africain, s'exclame à son tour. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit la magie est dans le masque. Et l'Afrique est entrée de façon triomphale dans le domaine artistique de l'humanité. Bien sûr, il y a eu d'autres mouvements qui ont été lancés, notamment légitime défense, la négritude, mais attention, ce n'est pas Senghor qui a inventé la négritude. C'est Aimé Césaire, martiniquais, donc français. C'est lui qui a forgé le mot. Et Senghor même a dit à Césaire ce qui appartient à Césaire. Qu'est-ce que la négritude? L'ensemble des valeurs civilisationnelles du monde noir. Donc parfois on fait un mauvais procès à Senghor. Et Jean-Paul Sartre, lorsque ces jeunes intellectuels se sont levés, n'a pas manqué de dire dans l'anthologie de la nouvelle poésie africaine des Malgaches de Senghor, en guise de préface, voici des hommes noirs debout qui nous regardent et je vous souhaite de ressentir comme moi le saisissement d'être ici. Vous savez que Jean-Paul Sartre, c'est le prix Nobel de littérature, il n'a jamais été cherché. Parce qu'il dit, il n'a pas écrit pour avoir un autre. Il a écrit pour l'humanité, il était très engagé. Cheikh Anta Diop publie à l'époque Nation nègre et culture. Tout est parti de là. Et qu'est-ce que Aimé Césaire dit? Aimé Césaire dit que c'est l'œuvre la plus audacieuse qu'un nègre ait jamais écrite et qu'il comptera à n'en pas goûter dans le réveil de l'Afrique. Et André Mourin, je vais terminer par lui. Lui, il a écrit en 2011
c'est un philosophe français, mais il est atypique. Il dit que on considère, c'est-à-dire nous les Occidentaux, ou eux les Occidentaux, que les sociétés traditionnelles, ou du moins en Afrique, les cultures sont sous-développées. Donc ce que l'on appelle cultures sous-développées, ce sont pourtant des sociétés traditionnelles qui regorgent de savoir, de savoir-faire, de sagesse, d'art de vivre, y compris des religions aux belles mythologies certaines, ignorant les fanatismes des grands monothéismes, préservant la continuité des lignées dans le but des ancêtres, maintenant l'éthique communautaire, entretenant une relation d'intégration de la nature au cosmos. Maintenant, les indépendants sont arrivés et il fallait parler de coopération culturelle. Et au niveau de l'UNESCO, à partir de sa déclaration de 1966, il est clairement stipulé que toute culture a une dignité et une valeur qui doivent être respectées et sauvegardées. Tout peuple a le droit et le devoir de développer sa culture et dans leur variété féconde, leur diversité et l'influence réciproque qu'elles exercent les unes sur les autres. Toutes les cultures font partie du patrimoine commun de l'humanité. Je referme la parenthèse. Dans ce sens, et concernant les dynamiques africaines d'intelligence culturelle, il y a eu le Festival mondial des arts en 1966 à Dakar. En 1969, il y a eu le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, la création bien sûr, et la deuxième édition du Festival mondial des arts s'est déroulée à Lagos au Nigeria en 1977. En 1976, déjà, l'OIA procède à l'adoption de la charte culturelle de l'Afrique. En 2005, l'UNESCO procède à l'adoption de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Le Burkina Faso a ratifié cette convention en 2006 et en 2006, l'Union africaine procède à l'adoption de la charte de la renaissance culturelle en Afrique, de la charte de la renaissance culturelle africaine en vue de l'affirmation des identités, de la compréhension mutuelle sur les valeurs fondamentales à préserver et de l'animation du dialogue interculturel et intergénérationnel, ainsi que la contribution de l'Afrique et de la diaspora africaine à l'édification de la civilisation universelle. Alors, il me reste combien de minutes? En conclusion, je vais conclure justement. Bien. Après cette immersion dans l'historicité et notre immersion dans la contemporanéité, nous pouvons admettre que toute civilisation est plus ou moins riche, plus ou moins originale, selon sa personnalité constituée d'une somme de réponses devant les énigmes de la nature, de démarches devant les exigences de l'énergie humaine. La modernité ne doit pas être source de rejet des valeurs fondamentales des sociétés traditionnelles. À l'évidence, la civilisation est fondée sur une métaphysique, sur une ontologie, sur un esprit qui est la culture, et elle comprend les mœurs, les sciences, les techniques, les arts et les lettres. La civilisation est fille de la race, de la géographie et de l'histoire, qui explique les façons de sentir, de penser et d'agir de chaque groupe social. Dans le dialogue interculturel, voire civilisationnel, entre l'Afrique et l'Europe, il y a eu certes des brûlures de l'histoire, mais aussi des interfécondations édifiantes, des échanges fructueux et enrichissants au profit des peuples et des nations. L'essentiel, c'est de nous enrichir de nos différences en vue de converger vers l'universel, comme l'a dit le poète et comme l'État. Le Burkina Faso, au cœur de l'Afrique, a développé des relations avec les partenaires internationaux, à l'instar de l'Union européenne, en vue d'une coopération dynamique pour accompagner de nombreuses initiatives culturelles, mais aussi pour permettre à notre pays d'assurer une meilleure présence au monde en préservant son identité et en prenant une part active à la construction d'un monde riche de son humanité, de ses altérités et de sa diversité. Je vous remercie. Merci pour ce long rappel historique très important qui va avec plus de 20 minutes pour la présentation. Je vous remercie.
commencer déjà. Après cette riche présentation et introduction du Dr Konaté, je vais essayer de ne pas trop prendre le temps avant d'avoir un peu l'occasion aussi pour un échange avec le modérateur aussi, mais surtout écouter aussi vos réactions. Mais toutefois, faire quelques points. Tout d'abord, parce que ça me revient maintenant sur la tyrannie en tant qu'élément nécessaire pour le développement de la démocratie dans l'ancien grec. Je ne suis pas l'expert, hein, je ne suis pas historien, anthropologue, mais à ce que je sache, c'était plus complexe, effectivement, dans les batailles entre la ville d'Athènes et ses adversaires Sparta. Donc, entre les Grecs, il y a eu beaucoup de discussions sur la meilleure forme de gouvernance. Et il y en a eu des périodes appelées dictature ou tyrannie. La discussion aussi, est-ce que c'est mieux d'avoir un leader éclairé qui sait ce qu'il faut faire, ou est-ce que c'est mieux d'avoir des bêtes citoyens lambda qui décident à travers des élections, même si à l'époque c'était même pas encore chacun sa vote, c'était des citoyens avec les droits citoyens, donc c'était l'élite qui votait. Donc même ça c'était déjà quelque chose qui était un élément différent à ce que nous, chez nous, à l'Union européenne, on pense qu'être la meilleure forme de gouvernance, que c'est effectivement chacun, que ce soit une jeune fille, un vieux homme, que ce soit un citoyen, que ce soit un paysan, que ce soit un ingénieur, chacun a sa vote régulièrement à donner dans les élections pour établir le gouvernement. Si ça marche, ça marche. Après 4 ans, après 5 ans, on vote quelqu'un d'autre. C'est effectivement, c'est là où on voit nos origines un peu. Merci au Dr Konaté pour cette présentation très riche sur l'histoire de la civilisation, des cultures. Ce que je retiens, c'est à travers le temps, à travers les périodes, dans les différentes régions du monde, les différentes cultures, essentiellement, c'est l'individu qui a cherché sa place dans ce grand univers, et aussi dans sa petite structure, sa petite culture, sa communauté, sa famille. Ils ont essayé d'identifier leur place entre le grand Dieu, entre l'inexpliqué, la métaphysique, et c'était bien d'entendre aussi des références similaires entre les religions, les différentes mythologies. Et si on revient, effectivement, chez nous, c'est les symboles, les étoiles que vous portez là sur votre t-shirt, les 12 étoiles sur le fond bleu, effectivement, c'est souvent il y a des questions. Ah oui, donc c'est combien des parents de l'Union européenne? C'est 1, 2, 3, 4, 12? Non, c'est pas 12. 12, c'est les symboles de l'équilibre, c'est les symboles de la balance, c'est les symboles du complet. Et donc encore un symbole universel, peut-être qu'on s'est approprié de ces symboles, mais c'était devenu des symboles pour nous, pour l'Union européenne. J'ai peut-être aussi en dialogue avec la présentation du Dr Konaté deux petites citations pour introduire ou continuer encore. J'ai une, c'est un anthropologue, sociologue polonais-américain, Bronisław Malinowski, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais dans le monde de la sociologie, il est assez connu aussi. Qui a dit « Il n'existe pas de culture supérieure ni inférieure. Il n'y a que des cultures différentes, qui, chacune à sa manière, satisfont les nécessités et les attentes de ceux qui les partagent. » Et je pense que c'est quelque chose qui est bien dit et qui reflète très bien justement ce que le Dr Konaté a présenté. Et une deuxième citation, là on a entendu déjà de Leopold Senghor, mais ce que j'aime bien aussi dans le contexte du titre de notre panel ici,
qui parle justement aussi sur le dialogue des cultures. Grâce au dialogue des cultures, chaque continent, chaque race, chaque nation, chaque homme, parce que enraciné dans ses valeurs originaires, mais ouvert aux apports fécondants de l'autre, réalisera dans une diversité complémentaire des œuvres intégralement humaines parce que mettant l'accent sur les 4 facultés majeures que sont la sensation, la discussion, l'intuition et la volonté. Donc, et Senghor aussi, il a associé le dialogue entre des cultures qui se fait selon lui à l'universel et auquel tous les continents ont contribué, le plus vieux l'Afrique, comme le plus jeune l'Amérique, avec les notions des cultures de symbiose ou symbiose des cultures, des métissages culturels et l'idée d'enrichissement mutuel réciproque, une vision politique et culturelle assurément idéaliste, certes normative et dans une certaine mesure utopique, qui conduit à faire largement abstraction des conflits, des problèmes et des clivages inhérents à toute communication interculturelle. Elle se situe sur un plan sociétal, communautaire ou individuel. Et ça aussi, je trouve que c'est important qu'on parle de tous ces niveaux-là, société, culture et individu. Et ça, pour nous, c'est quelque chose, et là, quand je dis nous, quand je parle ici en tant qu'individu, effectivement, mais je parle aussi pour l'institution, d'une façon ou l'autre, de promouvoir l'échange, de promouvoir la compréhension, de promouvoir l'acceptation de la diversité, de comprendre, de l'écouter, l'autre, de se mettre à sa place, de l'échanger. Pour nous, l'Union européenne, c'est quelque chose que notre histoire en tant que l'Union européenne, comme ça, c'est assez jeune, ça reste jeune. Oui, l'Europe, le continent est bleu, avec tous ses hauts et ses bas, toutes ces poids du passé, toutes ces difficultés. Mais en sortant de la Deuxième Guerre mondiale, c'était un point de réflexion, c'était un moment de se dire aussi comment est-ce qu'on peut ressortir des cycles éternels, des affrontations, des guerres, des malcompréhensions, des animosités. Nous, moi je suis allemand, donc entre les Français et les Allemands, il y a eu plusieurs guerres, il y a plusieurs occasions aussi de s'affronter. Il y a aussi des problèmes dans d'autres parties de l'Europe. Et donc, en sortant de cette Deuxième Guerre mondiale, de trouver un nouveau mode de se reprendre, d'organiser aussi les relations entre les individus, les sociétés, les cultures, et créer donc une entité politique, culturelle, qui est basée sur la diversité. Et ça, le docteur Konaté a vraiment souligné l'importance de la diversité culturelle, et la compréhension mutuelle, l'acceptation. Et ça, c'est on a, comme j'ai dit, le drapeau européen avec ses 12 étoiles. On a aussi une devise qui est depuis l'année 2000, maintenant depuis 23 ans, c'est la devise officielle de l'Union européenne, et qui dit « unis dans la diversité ». Donc on n'essaie pas d'assimiler, de réduire, d'oublier, d'ignorer les différences. Non, justement, on est né normalement et on vit avec. Commencer avec 6 États membres, les créateurs de l'Union, et aujourd'hui 27 États membres de l'Union européenne. Et c'est pour ça aussi, c'est pas une coïncidence, le mois de mai, c'est notre mois, parce que le 9 mai, c'est la journée en 1950, un fameux discours d'un des cofondateurs de l'Europe, Robert Schuman, un discours qui a créé un peu la base de réflexion sur la création de l'Union européenne. Donc le 9 mai, notre journée nationale, un peu, on l'a fêté récemment. Mais cette année aujourd'hui aussi, ça fait aussi référence à la journée mondiale de la diversité et du dialogue interculturel, TDGR en fait. On a eu, si vous cherchez sur Facebook ou Google, on a eu encore une déclaration des hauts représentants de l'Union européenne à cette occasion et qui remet encore en avant
cet aspect pour nous, c'est dans nos racines, c'est dans notre DNA, la diversité et le dialogue entre les cultures. Et ça, c'est important pour nous à l'intérieur européenne, mais c'est aussi important dans nos relations extérieures, dans nos relations internationales et dans notre coopération avec le monde entier. On va peut-être revenir, si vous avez des questions, des commentaires. Ce n'est pas toujours facile, c'est clair. Et on porte avec nous certaines poids du passé. On porte avec nous aussi certaines visions, certaines... comment j'exprime, des visions de l'autre en dehors de l'Europe qui étaient basées, il faut le dire, sur une arrogance de supériorité du point de vue occidentale européenne. Mais on a appris à travers le temps, à travers des siècles et aussi surtout récemment que ce n'est pas une base de vivre ensemble, ce n'est pas une base de vivre ensemble, et je reviens encore sur le niveau, dans une famille, dans une société, et ne pas non plus sur la scène mondiale. De dire que moi, je suis un supérieur et je communique avec un inférieur, même si c'est avec la meilleure volonté. La base des relations saines, c'est l'acceptation de l'autrui, c'est l'acceptation de l'écoute. C'est aussi la volonté de comprendre. Et ça vaut dans les deux sens. Donc, ce n'est pas seulement, quand je dis ça comme ça, ce n'est pas seulement du point de vue européen, c'est aussi du point de vue africain, asiatique, de aussi vouloir comprendre qu'est-ce qui est la base de notre vision. On est, et ça c'est vrai aussi, tous je crois. Et encore, on revient sur les symboles, sur la religion, sur la mythologie et sur la civilisation, tous à la recherche des valeurs universelles. Il faut le faire encore dans un esprit du respect et de l'ouverture et de la compréhension. Mais je crois aussi, quand j'entends le docteur Konaté, c'est finalement, c'est quand même quelque chose que, en interaction, mais aussi en isolé, on observe. Vous mentionnez la charte du Mandé. Vous avez mentionné le développement de la démocratie grecque. Il y a des exemples des sociétés, de la civilisation en Asie. Finalement, c'est la recherche, comme je dis au départ, de l'individu dans la société, se placer entre le grand Dieu et entre ses co-citoyens. Il faut des règles pour ça. Et finalement, c'est surprenant comment, si les gens ont commencé à les mettre à l'écrit, que ce soit dans la charte des Mandés, que ce soit dans les anciens textes philosophiques grecs, que ce soit aujourd'hui dans les constitutions qu'on trouve dans différentes parties du monde, qu'il y a certaines ressemblances quand même de vouloir protéger l'individu avec ses droits. Il y a une évolution, comme j'ai dit. Il y avait dans certaines périodes une certaine sensation de certaines parties de la société qui se sont senties supérieures, plus libres. Même en Grèce, dans l'ancien, dans la démocratie grecque, il y avait des esclaves, il y avait des gens qui n'avaient pas les droits. Aujourd'hui, je crois, on évolue dans le sens que partout dans le monde, il y a une compréhension que chaque individu a des droits inhérents qu'on ne peut pas mettre en question. Il y a des reflets de ça. On a en Europe, en Angleterre, c'est une importante base pour tout état de droit un peu partout dans le monde. Depuis le XIIe siècle, ensuite, plus tard, dans la Magna Carta, le droit de habeas corpus. C'était dans un système qui était royal, donc le pouvoir absolu à l'origine du roi. Mais il y avait toutefois l'évolution de la défense de chaque individu contre la violence, contre l'abus du pouvoir
que même le pouvoir absolu, donc chacun, s'il se voit mis en prison, qu'il a le droit d'exiger d'être porté devant un juge basé sur, que ce soit aujourd'hui c'est un code pénal, mais que ce soit de la loi de droit écrite. Et ça, c'est des choses où je crois peut-être, si dans l'échange on peut en revenir, qu'on peut se mettre d'accord qu'il y a ces certaines valeurs universelles qui sont partagées. Donc le droit de l'individu, la liberté individuelle, l'état de droit, le respect, qu'il y a des règles dans chaque État, il y a des règles qui ne contraignent pas seulement le sujet, l'individu, mais aussi le pouvoir. Et je crois que ça, c'est quelque chose, si on peut se mettre d'accord là-dessus, que malgré les différences culturelles, il y a ces valeurs universelles. Pour nous, l'Union européenne, et là je reviens aussi sur l'aspect de la coopération et des relations internationales, la coopération à l'échelle mondiale, mais aussi plus concrètement ici au Burkina Faso. La culture en soi déjà, c'est la façon de s'exprimer, c'est la façon de représenter les pensées, les idées philosophiques simples. Donc, les artistes sont un élément essentiel dans une société saine qui évolue et qui voit le futur. Donc, pour nous, c'est quelque chose qui est important dans notre coopération, dans notre relation avec le Burkina. Et ça fait partie, si on veut, aussi de notre dialogue interculturel. On est engagé ici depuis plus que 60 ans, mais vous le savez sûrement, surtout dans le secteur de culture. Et malgré toutes les difficultés que nous observons, malgré, il faut le dire aussi, la difficulté d'identifier un peu le futur de notre coopération avec les autres autorités de l'État dans des secteurs qui dépassent un peu les secteurs civils. On reste toujours fort engagé dans de nombreux secteurs, et surtout dans la culture. Il y a le FESPACO, où la dernière fois on était même les plus grands bailleurs, mais on est dans le FESPACO partenaire du Landax. Il y a eu la Semaine nationale de la culture, il y a quelques temps, encore l'Union européenne est un grand partenaire financier et dans la mise en œuvre de la Semaine nationale de la culture. On est partenaire avec le gouvernement dans le soutien au secteur culturel, touristique et artistique. Encore, ce que j'ai dit, c'est la culture est importante. Pour nous, c'est important qu'on peut s'exprimer, on peut dialoguer, mais aussi, je veux dire aussi, c'est un facteur de création d'emploi. C'est un secteur qui est important au Burkina Faso. En dehors de ça, on est engagé, on reste engagé dans beaucoup d'autres secteurs. On est dans la santé, la sécurité alimentaire, dans l'agriculture, dans l'eau, dans l'emploi, l'énergie, les infrastructures. Et donc, on est là, on reste là, et on essaie de aussi trouver une façon de rester dans le dialogue avec les autorités, dans le dialogue avec la société, mais aussi, et là je reviens encore, le dialogue entre individus. Ça, c'est finalement, c'est l'important. Surtout dans le contexte actuel où on voit beaucoup de dialogues, je dirais, anonymisés. C'est, quand je dis anonymisé, c'est des déclarations, je dis, même si on sait que chez nous, c'est le haut représentant des affaires étrangères, on sait que c'est la personne, c'est le Joseph Borrell, mais c'est quand même quelqu'un qui est loin. On voit sa déclaration. Ici, c'est la déclaration du gouvernement, mais on voit aussi les dialogues dans les fameux réseaux sociaux, où on ne voit même pas qui est la personne qui s'exprime.
Et donc, je crois que c'est quelque chose, nous tous qui sommes ici, qui travaillons ici pour et autour de l'Union européenne, on cherche toujours de dialoguer de 1 à 1. Si on trouve un étudiant, si on trouve quelqu'un qui travaille dans un ministère, de aussi dire que allons parler, échangeons-nous, comme ça on comprend ce que est votre souci, ce qu'est notre lecture, et on évolue. Et là, je reviens encore sur Senghor, que le dialogue interculturel s'est basé sur l'écoute, sur l'acceptation de l'autrui. Et ça vaut dans les deux sens. Avec ça, peut-être je termine et je passe le mot. Merci. Je vous demande d'appeler cette personne. Cette c'est bref, concis, mais très riche dans sa présentation qui permet de voir les notions que l'Union européenne met de façon générale, de façon globale dans la question du dialogue interculturel. C'est la promotion de l'échange, la promotion de la diversité, c'est l'écoute, c'est l'acceptation de l'autre. C'est également des notions sur la reconnaissance des droits de l'homme, et tout ceci constitue, à mon sens, des valeurs qui sont partagées à l'universel. Et on est en plein justement dans ce dialogue interculturel. Et il a également, dans un second temps, situé le niveau d'intervention et de coopération de l'Union européenne au Burkina Faso. Ils sont fortement présents dans plusieurs domaines, il les a cités. Il y a également c'est vrai que sur le domaine de l'agriculture, vous avez cité FESPACO, SNC, etc. Mais il y a également d'autres programmes que l'Union européenne soutient, l'RDCT notamment, à travers le PAIGC, etc., etc. En tout cas, merci beaucoup. Et on reviendra tout à l'heure certainement avec les questions. Je demande encore d'applaudir nos deux panélistes.